Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Mise à jour à tous et à toutes et bienvenue dans Mise à fait. Mise à fait, votre émission de faits de société. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va intéresser pas mal de personnes. Comment se relever quand la vie vous heurte et vous laisse, pour certains, avec des traces indélébiles sur votre corps ou dans votre tête. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 4 personnes que j'affectionne tout particulièrement et qui vont nous raconter leurs histoires et aussi leurs sources d'inspiration pour justement continuer à avancer dans cette vie. Et nous avons la chance d'accueillir un ami de très très longue date, puisque Nicolas est un peu de ma génération. Et Nicolas, justement, tu es donc à ma gauche. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire? Déjà, merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire, Nicolas? Alors moi, Nicolas Ferro-Jules, avec les professionnels en para-judoka. Mon histoire débute tout simplement en 2017, en avril 2017. Malheureusement, j'étais avec quelques cousines et cousins à moi et puis une amie. Une place des fêtes de Ducos, sous la place des fêtes de Ducos, tout simplement. Et sans le savoir, il y a une intercation entre 3 personnes. Et quand on est arrivé sous les lieux, une des 2 personnes n'était plus sous les lieux, mais on va dire 1 heure de temps après, ils sont revenus pour finir ce qu'ils avaient à faire avec l'autre personne. Donc, tout simplement, ils ont ouvert le feu entre eux, et j'ai reçu une décharge de plomb en plein visage. Ça m'a touché en plein visage, mais aussi toute ma main gauche, mon avant-bras, mon dos, mon buste. Donc tout ça, c'est rempli de plomb. Donc voilà, une fois que j'ai reçu cette décharge-là, on peut dire que je suis une victime collatérale, tout simplement, parce que je n'avais rien à voir dans l'histoire. Et depuis ce soir-là, j'ai pas compris ce qui se passait, puisque le soir même... je peux dire que pour moi, après des années, puisque ça me fait maintenant 7 ans, après des années, je me suis rendu compte que en fait, j'ai perdu la vue tout simplement le soir même, quoi. Mais c'est que juste que les personnes qui étaient autour de moi ne voulaient pas que je panique, pour pas que ça aggrave la situation, tout simplement. Et voilà, quoi. J'ai fait un mois d'hospitalisation. Je me suis réveillé 2 jours après, donc j'ai fait, on va dire, un mini coma. Donc voilà, donc 1 mois d'hospitalisation, pendant que j'ai fait un mois d'hospitalisation, il y a eu 3 opérations, la greffe de la cornée ainsi que... non, j'ai fait 2 fois la greffe de la cornée. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu sauver mon œil droit puisqu'il était vraiment en piteux état, tout simplement. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai une grosse prothèse à l'œil droit. L'œil gauche, c'est juste un plomb qui a été impacté. Et ce plomb-là, il est allé au milieu de mon œil gauche. Donc, ça fait que j'ai perdu la vue totalement dans mon œil gauche. Donc, voilà. Après, ça a été des longs mois de convalescence. Je suis parti en métropole. J'ai fait 5 opérations puisque ici, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas bien opéré, parce que j'aurais de représailles, mais voilà, et ils n'ont pas bien analysé ma situation, et aussi qu'il faut dire que je pense que jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais je sais qu'en 2017, les médecins, les chirurgiens, peu importe, n'aimaient pas trop avoir ce genre de cas comme moi, c'est-à-dire fusillade et tout. Pour eux. Mais pour eux, en fait, tout simplement, j'étais dans la fusillade, c'est moi, j'ai été victime. Pour eux, je suis pas une victime. Pour eux, j'étais dans le truc, c'est moi qui ai tiré. En fait, c'est ce qu'ils ont dit à ma famille. Hein. Donc non, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais en fait, ils voulaient pas tout simplement continuer les autres opérations qu'il y avait à faire pour moi. Ils se sont tout simplement déchargés de ma situation. Parce que par rapport à ça, avant moi, je crois, 2 mois avant moi, il y a eu la même situation et il y a d'autres personnes qui sont venues sous les lieux pour en finir avec l'autre personne. Donc c'est pour ça. Donc par rapport à moi, ils n'ont pas voulu. Et plus on leur disait que je ne suis pas dans ça, mais ils comprennent, ils ne voulaient rien entendre. Donc voilà, j'ai pris ma décision tout simplement de partir en métropole. Et en métropole, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'auraient dû jamais faire la greffe de la cornée, puisque
Par rapport à ça, c'est juste Maritime qui a été touché. Et s'ils avaient vu que c'est Maritime qui a été touché, à l'heure actuelle, même si j'allais voir, mais ça serait flou, quoi, tout simplement. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as les suites judiciaires de cette affaire? Je sais que tu es suivi notamment par un avocat, un cabinet d'avocats. Ouais. Quelles sont les suites de cette affaire? Ben, ça a été c'est quand même... Ouais, bon, ça a été long quand même, hein, puisque bon, retrouver les gars, etc. Ça a pris quoi? Bon, après, je faut dire que ça a pris quand même un an pour retrouver les gars, parce que bon, on savait déjà les noms. Mes cousins même qui étaient avec moi, ils connaissaient déjà les noms aussi. Donc voilà, ils ont cherché de leur côté. Donc voilà, donc ça a été quand même, mais après, tout ce qui est pénal, vous savez, pénal, correctionnel, etc. Donc ça prend du temps. Donc il faut dire que c'est on va dire en début, ouais, fin 2021 que les choses ont commencé à bouger en termes judiciaires. Et puis, j'ai envie de vous dire que même si vous allez dans la procédure pénale, c'est pas ça qui va faire revenir vos yeux, vous voyez. Donc, bon, après, les gars, ils ont eu 16 ans, 7 ans et 3 ans, mais bon, nous sommes en 2024. J'ai envie de te dire que maintenant, là, je reçois toujours des courriers disant qu'ils veulent sortir, qu'ils sont bien, ils se portent bien, comme ils se tiennent à carreau. Donc, voilà, quoi. Ils veulent pas faire leur saison, leur 7 ans là-bas, toujours. Est-ce qu'ils ont exprimé des regrets? Alors, j'ai eu 3, ouais, jusqu'à là, j'ai eu quand même 3 procès par rapport à ça. Le dernier, c'était l'année dernière, puisqu'ils ont voulu ressortir encore. Et jusqu'à présent, ils ont eu des regrets, mais j'ai envie de te dire que tu n'es pas dans la situation, donc tu ne sais pas quelle douleur que ça peut faire, tu vois, tu sais vraiment pas. Donc, j'entends ce qu'ils disent, il n'y a pas de souci. J'ai envie de te dire... Tu es obligé de pardonner, mais ça reste en travers de la gorge, tu vois. Est-ce que tu les as pardonnés ou... J'adresse même pas la parole, tu vois. Il y a même un gars qui m'a dit, s'il le faut, je préfère qu'on crève mes yeux à la prison. Tu rigoles, ouais, c'est ça. J'ai envie de te dire que non, c'est pas comme ça, tu vois. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, tu gardes toujours l'espoir de retrouver la vue? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Jusqu'à présent, ben, tu sais, chaque matin, bon, ma famille est là, ils m'ont accompagné aujourd'hui. Et ils savent pas, mais il y a des choses que je dis en travers des émissions. Mais chaque matin, dès que j'ouvre les yeux, je me suis dit, allez, cette fois-ci, c'est la bonne, tu vas revoir. En fait, compte non. En fait, compte non, tu vois. Donc, c'est assez délicat, tu sais, du jour au lendemain, brutalement, violemment, tu perds la vue. C'est pas évident. Je connais plein de personnes que je rencontre. Leur hantise, c'est la déficience visuelle. Hein. Ils veulent pas, tu vois. Ils veulent pas. C'est très délicat, tu vois. Donc, après, bon, j'ai été dans la situation. Ça m'a pris du temps quand même de m'adapter. Ouais, ça m'a pris quand même 3 ans. Pour certains, ils ont dit que non, je me suis adapté tout de suite. Mais non, ça c'est comment on appelle ça? C'est un faux semblant, je vais te dire. Tu vas pas montrer vraiment ce que tu as, tu vois. Donc, les douleurs que tu as, donc voilà. Je sais aussi que ça fait très longtemps puisqu'on se connaît depuis très longtemps, tu as longtemps refusé effectivement tout ce qui était interview et autres. C'est parce qu'à l'époque, c'était encore difficile à en parler? Non, en fait... Je sais même pas s'il faut que je dise ça. On ne dit pas. Non, c'était pas difficile d'en parler, mais à l'époque, on fait que, voilà, en gros, ma situation dans laquelle j'étais avant a fait que, bon, on va dire que la personne avec qui j'étais, je pensais qu'elle allait m'épauler, mais au final, non, tu vois, c'est ça en gros. Donc voilà, c'est plus ça. Ok. Avec nous, on a aussi la chance d'avoir Stanley. Stanley, toi, c'est un séisme en 2010 qui a changé ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui. Du coup, en parler, en résumé court. Comme tu veux. Ok, bon, on va faire un résumé court. Du coup, c'était le 12 janvier. Ça, c'est l'après-midi où, bon, comme d'habitude, je faisais... je me rappelle plus quel jour c'était. Mais ce jour-là, j'étais pas à l'école, je pense. Et j'étais resté chez moi et c'est pendant que je regardais la télé, j'ai vu la télé tomber, je me suis dit, il se passe quoi là? J'ai vu le meuble tomber, c'est à ce moment-là, mon cerveau a fait tic. J'ai dit, bon là, on commence à courir. Et c'est pendant que je me suis levé pour courir que blackout. C'est longtemps après quand j'ai repris conscience, j'ai vu qu'il faisait noir, je me suis dit, mais pourquoi il fait noir en fait? Du coup, j'ai essayé de me lever, on va dire. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Et du coup, j'ai commencé à crier un peu.
Et à ce moment-là, ma sœur s'est un petit peu réveillée, puisqu'elle n'était pas loin de moi. Du coup, dès que je bougeais, les cailloux la picotaient un petit peu. Du coup, c'est petit à petit que mon grand frère, qui n'était pas trop loin, a repris conscience. Mais c'est vrai que, comment dire ça, quand on a réussi à nous trouver, à force qu'on hurlait à l'aide, etc., et on nous demandait où était notre mère. Pour moi, elle était sortie. Mais en fait, je pense que c'était juste que mon subconscient savait, mais il ne voulait pas dire qu'elle était là aussi, tu vois. Donc, le lendemain, quand on a commencé à enlever les décombres et tout, en fait, ils ont réussi à enlever ma soeur et mon grand frère le soir même parce qu'ils étaient un petit peu en hauteur, donc ils n'avaient pas trop de décombres sur eux. Du coup, comme moi, j'étais vraiment coincé sous une porte où il y avait énormément de gros blocs de décombres. Du coup, ils ont dit qu'ils allaient revenir plus tard. Du coup, je me suis endormi. Malgré la terre continuait à trembler. Hein. Je voyais des petits cailloux qui tombaient. Je me suis dit, bon, tranquille. Je me suis endormi comme si ma vie n'était pas en danger du tout. Du coup, le lendemain, quand ils sont revenus, ils sont venus avec plus de matériel pour casser, enlever. Et, c'est quand, au moment où j'ai enlevé ma jambe, sous la porte, que j'ai vu le corps de ma maman sur la porte. Elle, je pense qu'elle s'est étouffée, puisque par rapport au poids de la porte et des décombres et tout, je pense qu'elle s'est étouffée sous la porte. Et du coup, par la suite, je suis arrivé 2 jours après en Martinique. Et j'ai été placé à l'hôpital à la MENA, où j'ai été amputé. Puis après quelques jours, on m'a envoyé à la King Saint-Paul, où j'ai fait 1 mois. Parce qu'il fallait, comme c'est là, comment on dit ça, c'est là où il fallait recoudre un petit peu ma jambe et tout, pour la cicatrisation. Du coup, j'ai passé 1 mois là. Puis, j'ai été à l'hôpital du Carbet, au CHU du Carbet, pendant 6 mois pour apprendre à marcher et tout. Puis après, par la suite, j'ai été placé en famille d'accueil. Donc voilà. Voilà. Et donc, depuis 2010, donc, tu es en Martinique. Donc, ça fait maintenant près de 15 ans déjà que tu es chez nous. Donc, tu es martiniquais, on va dire ça comme ça. Oui. La Martinique t'a bien adopté. Je pense que tu aimes bien aussi la Martinique. Oui. Alors, comment tu expliques, par exemple, qu'en Martinique, on n'est pas encore vraiment pris conscience de la dangerosité des séismes? Ici, on est en mode, on prend pas ça au sérieux, quoi, tu vois. En fait, je pense que le moment où ils ont pris ça en sérieux, c'était apparemment, il y a eu un séisme en 2009, ici. Je crois que c'est 2004 ou 2009, je sais plus, effectivement. Il y a eu un Parce que séisme. à chaque fois, on me parle, tu étais là pendant le séisme de 2009. J'ai dit, mais non, je suis arrivé en 2010. Là, les gens, pour eux, c'est le séisme de 2009 qui a fait que j'ai dit, non, en fait, il n'est même pas là. Du coup, en fait, c'est comme quand j'étais plus jeune, j'étais au collège, je voyais qu'on faisait les exercices de... Il y avait une machine qui faisait un petit peu trembler, un petit peu pour adapter un petit peu les jeunes à cet, comment on dit ça, cet événement naturel, on va dire, cette catastrophe naturelle. En soi, il y en a qui, je pense, qui ont conscience parce qu'ils ont vécu, mais il y en a, ils n'ont pas encore, comment on dit ça, conscience de la gravité d'un séisme quand vraiment c'est fort et que tu vas essayer de t'abriter et que les décombres tombent sous ta tête, en fait. À ta gauche, nous avons la chance d'avoir Carole. Carole, est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire? Alors, Carole, j'ai 44 ans. Voilà, je suis devenue sourde du jour au lendemain. C'est-à-dire que le 30 décembre 2022, je me suis couchée entre guillemets normal. Et le 31 décembre 2022, je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Donc, bon, je me réveille, je me dis que, bon, je rêve, que j'ai pas bien dormi, puisque, en fait, on est le 31, on va préparer le jour de l'an et tout ça, donc, voilà. Et donc, je me lève pour faire des actions, pour m'assurer du fait que je ne rêve pas. Donc, je me rends compte que, bon, j'allume la télé, j'augmente le son, je vois que le son augmente, mais je n'entends rien. Mon fils vient vers moi, parce que ça l'a réveillé, justement. Et il me parle et je l'entends pas. Je lui dis, mais attends, il y a un problème. C'est pas possible que ça dure aussi longtemps. Et au final, je constate qu'il crie puisqu'on voit ses veines. Je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'en fait, je suis préparatrice en pharmacie. J'ai été préparatrice en pharmacie pendant 20 ans. Et... je venais de m'arrêter justement pour pouvoir m'occuper de mon fils et voilà, prendre un peu de temps pour moi. Puisque, voilà. Donc, je vais dans ma voiture, je démarre pour essayer d'entendre, je mets le son. Je sens des vibrations, mais j'entends rien du tout. Et là, je me dis, ben, peut-être que c'est un AVC ou un truc comme ça, une tumeur, je sais pas. Donc, il faut que j'aille aux urgences.
Donc, je vais aux urgences avec mon fils et tout, puisqu'on vit seul. Et, et là, ben, pareil, ils me disent, bon, ben, on va faire les examens qu'il faut pour savoir si c'est un AVC, parce que justement, ils ne comprennent pas tout de suite et tout. Et ça prend la journée. Et à 19h, il y a le chef de service qui vient et puis qui me dit, bon, ben, que franchement, ils n'ont rien trouvé. On a fait des scanners, on a fait tout ça et que il n'y a rien, j'ai pas de douleur, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de choses alarmantes en fait. Donc peut-être qu'il y a eu un choc émotionnel ou autre. C'est les fêtes, rentrez chez vous, détendez-vous, faites les fêtes. Et si vraiment lundi, le 2 janvier, vous êtes toujours comme ça, ben, allez voir un audioprothésiste. Ok, donc je rentre chez moi, je prépare les choses comme d'habitude, mais j'entends rien. Je sais lire sur les lèvres, donc je fais comme ça pendant la journée, tout ça. On fait le feu d'artifice que j'entends pas, le premier, puisqu'on a l'habitude de faire ça. Et ben, le 2, je me réveille, c'est pareil. Donc je me dis, ben, il faut y aller. Donc j'y vais à la clinique Sainte-Marie et arrivé là, il essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais je vois qu'il ne veut pas trop me dire, il ne veut pas parler. Donc je lui dis, bon, je ne suis pas... Voilà, donc on peut y aller, c'est bon. Donc il me dit ben, qu'il n'y a rien du tout. Et que c'est la première fois qu'il voit ça, que c'est vraiment... Il y a 0 son. Donc il appelle Mango Vulsin et qu'il faut que j'aille me faire hospitaliser tout de suite au service ORL pour savoir. Donc, j'ai dit qu'il faut quand même que je prenne le temps de mettre mes affaires en ordre, puisque voilà, je suis avec mon fils. Et donc, 24 heures après, je vais à Montgovulsin. Je passe 1 semaine là-bas, où on me fait toutes sortes d'examens, où les gens n'arrivent pas à comprendre le fait que je n'entende rien du tout. Et que j'arrive encore à communiquer un peu, puisque je lis sur les lèvres. Et que voilà quoi. Donc, et ils ne trouvent pas d'origine. Donc là, ils me disent, eh ben, bon, on va entamer un protocole, excusez-moi, pour une implantation cochléaire. C'est des oreilles électroniques. Mais le souci, c'est que l'implantation, on peut la faire que si on connaît l'origine de la surdité et l'emplacement de la surdité. Donc, ça dépend de l'endroit où c'est placé. Les implants, ça ne sert à rien. Donc, ben, depuis le mois de janvier 2023, ben, je passe mon temps à Montgovulsin, à la Ménard, dans les laboratoires, à faire des examens, à faire des tests, à faire des analyses. Participer à un protocole médical pour qu'on puisse savoir d'où ça vient et savoir si je peux avoir des oreilles électroniques et peut-être réentendre un jour. Et encore aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu as? Non, rien du tout. J'arrive pas à décrire ça. Alors, il y en a qui prennent ça dans le milieu médical. Au départ, ils font des blagues pour voir si je comprends. Si tu ris, ouais. C'est comme ça qu'on arrive. Ou bien, ils me font sursauter. Bon, voilà, mais bon, c'est pas méchant. Et ouais, c'est moi aussi, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment un marteau-piqueur à côté de moi. Si je suis pas à 0 mètre du marteau-piqueur et que je sente la vibration, je vais pas remarquer. Les voitures et tout ça, il faut que je fasse attention quand je marche au bord de la route ou des choses comme ça. Ouais, s'il y a une attaque, ben, par exemple les manifestations là, pour la vie chère, ben, on ne peut pas participer. Parce que s'il y a une détonation, quelque chose, sinon il faut pas être seul. Et même quand tu n'es pas seul, c'est pas évident. Donc, voilà, au fur et à mesure, il y a tout ça qu'on découvre, en fait, aussi. Parce que je suis pas né comme ça. J'avais 42 ans quand même, donc c'est... Tu as 40 ans. Ouais, c'est quand même un passage à faire. Et voilà, donc pour le moment, je suis dans ça. Et tu me disais que certains membres de ta famille pensaient éventuellement que tu étais du Quimbois.
Qu'est-ce que toi, tu Oui, en il y penses? en a. Alors, j'ai constaté que ici, ça va faire 5 ans que je suis rentré définitivement en Martinique. Et j'ai beaucoup fait le va-et-vient. Et souvent, ce que les gens n'arrivent pas à expliquer, ou je sais pas, ils trouvent bizarre, ils disent que c'est du quimbois ou c'est de la sorcellerie. Mais bon, moi, j'ai une formation médicale puisque j'étais Mhm. préparatrice, donc je suis très rationnelle comme personne. La science existe, j'ai confiance en la science, je suis croyante, j'ai une éducation religieuse, mais je ne crois pas en ces choses-là parce que je ne veux pas leur donner de pouvoir sur ma vie, puisque je me dis que y croire, c'est peut-être lui donner du crédit, en fait. Donc, pour moi, non, ce Mais serait si pas la ça. science n'arrive pas à l'expliquer, peut-être que c'est peut-être ça, enfin, tu vois? Oui, alors, des fois, je peux me poser la question, mais franchement, si on commence à aller comme ça, je me dis que, bon, Hmm. c'est pas la meilleure solution, en fait. Ok. Nous avons aussi la chance d'avoir Michael Gouassid, que certains parmi nous connaissent. Est-ce que tu pourrais, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, Michael, nous raconter ton histoire? Alors, Michael Gouassid, en situation de handicap maintenant depuis 19 ans. Ça fait 19 ans que j'ai été victime d'un grave accident de la route, accident de moto plus particulièrement, où suite à cet accident, j'ai perdu mon bras gauche, ma jambe droite, ma mobilité à plus de 80%, 65 opérations chirurgicales, 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, 2 ans d'hôpital en tout. Et suite à ça, j'ai fait des campagnes de sécurité routière. J'ai dû m'adapter déjà. Et puis ensuite, après des campagnes de sécurité routière, et ensuite monter des entreprises. Aujourd'hui, écrivain, conférencier, investisseur. Et ça, c'est la partie courte parce que voilà, il y a plein de choses à dire dessus. Mais en soi, je suis déjà très admiratif du plateau là et la qualité des personnes qui sont là. Donc, je tiens à te dire merci déjà pour ce que tu Ah ben fais. c'est gentil, Parce merci, que mais de nous rassembler comme ça, c'est assez particulier, mais c'est bien. C'est bien de l'avoir fait comme ça. Donc, d'ailleurs, tu as parlé de conférences, ça peut être intéressant effectivement de les inviter pour une de tes Bien conférences. évidemment. Je sais que tu fais Évidemment. notamment des conférences. Alors, quelles sont les conséquences durables que cet événement a eu sur toi, sur ton esprit, ton corps, etc.? déjà, c'est un changement radical de vie, en fait. C'est tout qui change. C'est ta sexualité qui change, c'est ta vie qui change, c'est ta compréhension du monde qui change. Ta façon d'interagir avec les autres change. Donc, en fait, tout ce fonctionnement-là, il faut le réapprendre. Et d'un handicap à un autre, regarde, par exemple, là, nous sommes à la table, les quatre, on a un handicap différent. Donc, tu ne peux pas t'identifier. On ne peut pas s'identifier ni se comparer à l'autre, tu vois. Tu ne peux que te dire à chaque fois ton unicité, même si cette personne, elle est sourde et tu vois, tu es sourd, même si cette personne, elle est malvoyante et toi, tu es malvoyante, on n'est jamais pareil, vraiment. Même et en l'amputation, tu vas retrouver un autre gars amputé, on n'est jamais totalement pareil. Donc, dans ce truc, il faut avoir vraiment une force de résilience et puis une espèce d'abnégation à pouvoir se dire un moment, ok, je peux refuser un certain nombre de choses, mais je peux aussi m'accepter. Parce que le pire, c'est que on peut rejeter les autres, on peut rejeter l'handicap, mais on ne doit pas se rejeter soi-même. Et je crois que le propre à nous tous, souvent, quand on se croise, on est content de se voir, mais on a aussi besoin c'est consciemment ou inconscient, hein, mais on a besoin de s'exiler seul, des fois, parce qu'on sait que l'on doit être bien avec sa compagnie, sa propre compagnie. En tout cas, pour moi, ça marche à chaque fois parce que je ne veux pas m'habituer, et je ne veux pas m'habituer à être dans un groupe où j'ai d'autres personnes en fauteuil roulant, d'autres personnes avec moi qui ont des situations, parce qu'en fait, on est tellement dans l'unicité que si on se retrouve à prendre goût à ça, on se retrouve vite dans un truc très sectaire, tu vois, à sortir ensemble, parce que si on est 6, on est 7, on est 8, on est 9, on est 10 en fauteuil roulant. Ça ne veut pas dire que j'exclus le fait qu'on ne doit pas être ensemble. J'exclus juste le fait qu'il faut se construire seul, accepter seul, parce que moi je pense que les personnages que tu as là, le fait de l'accepter et de venir sur un plateau, c'est des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles énorme. Tu vois, par exemple, moi je dis, chaque fois que je croise quelqu'un en situation de handicap, quelle que soit la personne en situation de handicap, à chaque fois que je la croise, je me dis, putain, le travail qu'elle doit faire chez elle est énorme. Tu sais, déjà pour sortir,
pour sortir, pour dire, bon, voilà, je vais sortir, je vais affronter le monde. Donc, quand tu la vois, tu es content de la voir. Mais frère, le prix à payer derrière est immense. Mais quel est le moment le plus difficile que tu as eu à gérer après ton accident? Moi, je crois que je me suis toujours rêvé debout. Et à chaque réveil le matin, ben, je suis... Parce que tous nos rêves, et je crois que ça doit être pareil pour vous tous, tous nos rêves, on est valide en fait. Moi, en tout cas, dans mes rêves, je suis valide. Je suis totalement valide. Je fonctionne, je cours, je marche, je suis bien dans mes rêves. J'ai mes deux mains, tu vois. Je fais tout. C'est pareil pour vous, Nicolas, toi, dans tes rêves, tu rêves voyant? Ouais, non, mais c'est vrai, ça veut dire en fait. Tu vois, tous les rêves, tu les fais debout. Tous les rêves, tu les fais, tu vois, quel que soit. Bon, après, je sais pas pour les autres, tu vois, les deux autres, mais moi, déjà, moi, on me demande si je rêve toujours en couleur, tu vois. Alors que je trouve, pour moi, je trouve ça une question bête, mais oui, je rêve en couleur. Oui, en fait, je rêve en couleur, oui. J'ai toujours les mêmes trucs, tu vois. Rien n'a changé. C'est juste que je me suis adapté à mon handicap. Comme a dit Michael, tu sais, c'est un changement de vie pour moi, ça a été brutal, puisque du jour au lendemain, lui aussi du jour au lendemain, donc tout change. Comme il a dit, ta sexualité, le comportement avec ta compagne, tes copains, des fois, tu veux te mettre en retrait, comme il a dit, mais les gens, ils vont jamais comprendre pourquoi. Et c'est normal parce que tu as besoin de ça, en fait. Tu as perdu des amis, Nicolas? Ah, j'en ai perdu beaucoup. Tu sais, il y en a beaucoup qui veulent pas avoir cette charge, ce poids lourd à gérer, tu vois. C'est ça, moi, c'est comme ça. En fait, tu sais, avant, quand je voyais, puisque avant, je travaillais, j'étais en bijouterie, je réparais je faisais des confections en bijoux en or, et je voyais, justement, comme il s'appelle, Kessie. Ouais, Ici, l'aveugle, tu vois, je le voyais là, je me dis, putain, comment monsieur fait, monsieur, il est là, il entraîne tout seul comme ça. Et maintenant que je suis dans sa situation, je me dis, mais merde, frère, j'aurais dû lui demander, en fait, pourquoi, tu vois. Et je me dis après que, tu vois ça, et le fait que je le voyais tout seul, je ne comprenais pas. Et c'est un jour, je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais pourquoi tu es toujours tout seul et tout? Il m'a dit, non, je me méfie de tout le monde. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça, puisque je me dis, mais faut, tu es tout seul, tu es quand même. Je me dis que peut-être il faut que tu es quelqu'un. Mais c'est quand tu es dans la situation même, tu te dis, ah ouais, en fait, le nombre de personnes que j'avais, je peux te dire, j'en avais, Giannis, tu sais, j'en avais. Je ne les vois plus. Je les vois plus. Tu les vois où? Je fais du sport, c'est eux qui vont me dire, hé Nico, c'est à quelle heure ton entraînement? Eh bien, ok, je viens te chercher. Tu les vois faire ça? Mais jamais. Moi, c'est ma situation. Après, je ne sais pas pour les autres. Mais moi, jamais tu vas les voir dire ça. C'est très complexe, en fait. C'est très complexe parce que tu dois te protéger. Moi, ma première fois, par exemple, mes véhicules, j'ai acheté ma première voiture parce que quand je suis rentré de France, après mon accident, mes potes m'avaient dit, ben, écoute, on vient te chercher, on va à la plage. Et les mecs, on a passé une journée super bien la veille, que les types ont oublié de venir me récupérer le lendemain. Mais c'était pas volontaire, c'est que les gars m'ont vu tellement bien qu'ils se sont dit, bon, ben, tu vas le gérer, frère, pour venir. Et au final, quand j'ai vu 13h, 15h, les mecs ne viennent pas, et quand je les appelle, les gars me disent, mais frère, je t'ai vu tellement bien que pour nous, tu gères. Et j'ai acheté ma première voiture comme ça pour ne pas avoir, tu vois, à pallier. Donc, en fait, tu es obligé de tout le temps t'arranger et te faire seul, parce que même si tu as besoin des autres, mais il faut que en fait, voilà, ce qui se fait inconsciemment chez nous tous, je pense, dans la situation, c'est qu'on commence, comme on sait qu'on est une charge, on peut être une charge, on essaie de rendre la charge moins lourde pour ces personnes-là. Donc ça veut dire qu'on essaie d'être le plus autonome possible pour que ça soit light pour les autres. Parce que nous, on sait comment c'est. Donc au quotidien, tu essaies de toujours t'arranger pour que ça soit cool pour les autres. Et je t'assure que le cool pour l'autre, frère, c'est très difficile à gérer pour lui. Pour nous, c'est facile, hein. Mais tu lui dis, putain, mais tu laisses, attends, frère, je suis venu déjà en voiture, je veux juste aller à la mer, dans l'eau. Il va te dire, ouais, mais frère, je fais comment, je te porte? Je dis, frère, t'imagines même pas ce que je t'ai déjà épargné depuis ce matin, tu vois. De sortir du lit, de prendre ma douche, de m'aider à prendre ma douche, à m'habiller, à tout ça, frère. Je te demande juste que je mets mon short, je mets mon gilet, tu me portes juste dans l'eau de mer, tu vois. C'est énorme, tu vois. Et c'est des trucs que les gens n'imaginent pas. Mais je te dis, à chaque fois que je vois un mec en fauteuil roulant, chaque fois que je vois quelqu'un en situation de handicap, pour moi, hein, c'est un immense respect parce qu'on n'imagine même pas ce qu'il a payé pour être là. Pour sortir, comme tu dis. On a fait passer un sondage notamment aux auditeurs de Martinique la Première avec cette question. Quelle est la chose la plus indispensable selon vous pour se relever d'une situation difficile, d'un accident de vie? Et comme vous pouvez le voir sur vos écrans, c'est la force mentale qui vient en grande majorité, suivie effectivement de la famille, de l'entourage. On va parler d'entourage dans quelques instants. Et aussi la foi, la croyance, la religion qui vient en troisième position. Mais bien sûr, c'est la force mentale qui vient donc en première position. Carole,
comment cet événement a affecté ton bien-être mental et émotionnel? Par rapport à ma famille et en fait, je vais dire que je vais pas en parler parce que voilà, j'ai pas eu le soutien que j'attendais. Ou peut-être que, comme je dis à chaque fois, chacun réagit différemment face à un traumatisme ou à un choc. Donc, ils ont eu leur façon de réagir. Donc voilà. Donc j'ai trouvé des soutiens autre part. C'est ce qui a aussi été un peu étonnant dans cette histoire parce que depuis 2 ans, en fait, j'ai constaté que j'ai eu de l'aide et du soutien que de personnes que je ne connaissais pas, entre guillemets, des étrangers, je dirais, et des amis de lycée. Donc ça remonte à une vingtaine d'années quand même, qui sont toujours là et qui me soutiennent en fait, comme ils peuvent déjà, parce que bon, on a tous aussi nos impératifs dans la vie, on a nos trucs. Donc voilà, donc là, c'est avec ça que je... D'accord. Stanley, est-ce que tu as reçu un soutien psychologique après ce qui t'est arrivé? Comment tu as fait pour gérer le traumatisme que tu as eu? Est-ce que tu fais encore des cauchemars? Comment dire ça? En fait, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais encore très jeune. Du coup, j'avais... Comment dire ça? Je pouvais... Comment je pouvais expliquer ça? Pour pas dire que je planais ou bien je pensais à autre chose. En fait, quand je suis arrivé à Martinique, j'ai découvert les chaînes, etc., surtout Disney Channel. Du coup, je regardais beaucoup cette chaîne, donc ce qui fait que je pensais pas beaucoup à ce qui s'est passé. Mais à côté, j'avais un peu de psychiatre, Dr Billon Eric, mais là, maintenant, il travaille au Canada. Et ce monsieur-là, il est devenu comme un père pour moi après, vu que bon, le mien, il n'a jamais été présent. Et c'est surtout lui et Madame Lia, Lia qui habite au Vauclin, qui a été très présente pour moi. Elle est comme une marraine pour moi. Et sa fille, qui est comme ma deuxième maman. Et c'est vraiment ces gens-là au début, surtout la famille Bristol du Robert, qui ont été là pour moi et tout, qui m'ont encadré. Parce que je ne vais pas mentir, quand ils me disaient que je me vois avec une seule jambe, vivre avec une seule jambe, c'était pas trop possible. Je ne vais pas mentir, à 14 ans, j'avais pensé au suicide. Parce qu'il me dit, je ne me vois pas vivre avec une seule jambe. Pour moi, c'était impossible. Et c'est en allant au Carbet, en apprenant à marcher, tomber, me relever, que j'ai accepté la situation, tout simplement. Tu es très présent sur les réseaux sociaux, un peu comme la star à côté de toi, Michael. Est-ce que le fait que tu fasses des vidéos, etc., où tu montres aussi le fait que tu sois amputé, est-ce que pour toi c'est une manière de dédramatiser, voilà. Pourquoi tu montres ta jambe, etc., dans tes vidéos? En soi, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le monde. C'est grâce à Bobby et Gilles, GSL, que je suis un petit peu entré dans cet univers-là. Que l'on salue au passage. Ouais. Oui. Et en vrai, j'ai appris à, comment dire ça, pas trop, à montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a ça que la vie se termine. Enfin, un handicap, c'est un handicap. Mais bon, au début, j'hésitais à faire des vidéos sur ça parce que je recevais des commentaires comme quoi, oui, tu prenais des abonnés par rapport à ton handicap, tu utilises ton handicap pour prendre des abonnés. En fait, au début, je réponds à ces commentaires-là, mais après, je remarque que les gens, ils aiment parler. Donc, du coup, dès que je voyais des commentaires comme ça, je bloquais la personne qui disait ça. Et je faisais en sorte de faire moins de vidéos possibles où on me voit sans ma prothèse pour éviter que les gens parlent pour rien. C'est un peu la critique qu'on te donne, Nickel, ou pas du tout? Moi, j'ai pas eu ce retour-là parce que j'ai imposé quelque chose. Moi, j'ai imposé la situation. J'ai pas. Franchement, tu sais, j'ai mis les gens face à une réalité. C'est tout. J'aurais mis face à une réalité. Elle est difficile. Elle est avec ses combats bien terribles. On se bat, on se relève, on tombe. Moi, j'ai mis les gens face à leur truc. Et puis voilà. Moi, quelqu'un qui parle comme ça, ou si j'entends ce genre de discours en face de moi, j'ai un silence que je peux laisser qui peut être très lourd après. Tu vois, face à cette personne avec la réflexion qu'elle peut avoir. Moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai pu bâtir après a été fait sous la foi, la conviction, et puis mon mental. Donc, effectivement, je me suis jamais arrêté sur le fait que quelqu'un puisse parler. Je pense qu'il y a des commérages, mais ils n'arrivent même pas à mes oreilles.
Et si jamais un jour je suis confronté à ça, ben, je saurais quoi répondre si je dois répondre. Mais j'ai jamais eu ce genre de commentaires de fond. Tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui parlent et peut-être que ça se fait en bout de couloir. Mais quand j'arrive en face... Par contre, le truc, c'est que je sais qu'une fois que la personne m'a en face d'elle, je lui envoie plein en fait, je lui envoie plein de vérités, en fait. Parce qu'elle voit... Tu sais, quand tu vois quelqu'un en face de toi en situation de handicap, amputé, et tu vois la situation, ça te calme. Tu vois, tu peux parler, tu vois, quand t'es pas là, quand la personne ne te voit pas, mais quand elle te voit, en face d'elle, elle commence à dire « Ah ouais, frère, attention. » C'est quand même... C'est chaud, quoi. C'est pas un rôle. Tu vois, on n'est pas en train de jouer un jeu, là. C'est pas un jeu. Tu sais... alors moi, je suis peut-être conscient de chacune des personnes qui sont sur cette table-là, de ce qu'elles vivent, tu vois. Mais je ne saurais jamais à 100% ce qu'elles vivent. Tu vois ce que je veux dire? C'est immense parce que quand elle parle de sa surdité du jour au lendemain, je me dis, là dans ma tête, je suis en train de me dire, ah ouais frère, quand même, toi, t'es en fauteuil roulant, il te manque le bras, la jambe, d'accord, machin, tout ça, mais elle n'entend plus. Est-ce qu'elle s'entend? Tu vois? Moi, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'elle s'entend quand elle parle? Comment elle voit le truc? Pareil, mon frère là en face de moi, il me dit oui frère, je vois pas frère, je dis waouh, mais frère, ne pas voir, qu'est-ce que c'est? Tu vois, en fait, je me mets à réfléchir comme ça. Si je devais marcher comme Stan et puis et avoir une seule jambe, est-ce que ça aussi, ce aurait été un truc qui m'aurait, tu vois? Et tu vois, dans cette fraction de seconde là où tu te poses la question, tu dois vite te protéger en te disant ouais, mais ta situation également, elle est pas facile, tu vois? Et tu dois te dire bon ben là, ok. Eh ben, wow, tu deviens tout de suite admiratif de celui qui est en face de toi et le respect que tu lui donnes parce que tu te dis, waouh, c'est énorme. Tu as parlé effectivement de beaucoup de soins chirurgicaux que tu as eus, notamment en Martinique. Quelles améliorations tu penses qu'on devrait apporter ici ou de manière générale? Qu'est-ce qui manque? Alors moi, je vais être très clair sur ça. Les gars, sur tout ce qui a déjà été fait, c'est énorme ce qu'il y a là. On n'imagine pas à quel point on a fait un bond rien que dans le mental des gens et dans les infrastructures. C'est énorme. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Alors, il y a énormément de choses à faire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Parce que ne serait-ce que sur 15 ans, j'ai vu les fauteuils roulants changer. Tu vois, il n'y a plus le fauteuil comme avant. Avant, tu avais des fauteuils dégueulasses, machin, tout ça. Tu as des fauteuils maintenant super légers, super faciles à démonter, monter, c'est facile. Au niveau des infrastructures, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Au niveau même des ascenseurs, des accessibilités dans les bâtiments, les trucs comme ça, c'est vraiment bien. Et au niveau de notre insertion en société, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Les gens arrivent à quand même te voir, t'observer, à entendre, à t'écouter. On est beaucoup plus écouté. Ne serait-ce que là, tu vois, regarde, tu sais que pour faire une émission comme ça, il y a 19 ans de ça, ou 20 ans de ça, on serait incapable de faire ça. On t'aurait dit, non, il faut un standard à la télé, il faut un standard à la radio, il faut que ça soit lisse, tu ne peux pas mettre des personnes en situation de handicap comme ça. Parce que, en fait, en réalité, il fallait avoir une dérogation spéciale, il fallait avoir un protocole spécial et puis des choses qui protègent. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu nous appelles en direct, bon, est-ce que tu veux être là? Boum, boum, on dit oui, et ça se passe. Parce qu'il y a moins ce truc-là. Il y a moins ce protocole. Il y a un mec qui a 70 ans, en fauteuil roulant, qui m'a dit, ça lui est arrivé à l'âge de 15 ans, quand il a perdu ses 2 jambes, et il m'a dit, mec, tu n'imagines même pas dans quel monde tu vis. C'est énorme. Moi, pour venir, pour aller à la radio, à la télé, avant, à l'époque, on m'invitait même pas. T'imagines qu'on cachait les mecs en fauteuil roulant? À la télé? Non, pas à la télé. Dans leur famille. Quand tu avais un handicap, il y a 20 ans, 25 ans, quand tu avais un handicap, la famille te cachait. La famille te cache parce qu'en fait, en réalité, il fallait te protéger du voisin, il fallait te protéger du candidaton, il fallait te protéger de la société parce qu'en fait, en réalité, tu n'étais pas un paria, mais quelqu'un qui n'est pas normal. Donc, on te cache. Ben, frère, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah ouais, sérieusement? On vit pas ça. Aujourd'hui, on est à l'extérieur, tu vois. Donc, on est vu, on est à l'extérieur. Regarde, tout à l'heure, quand tu es venu me récupérer la voiture, tu lui as fait la blague. Tu lui as dit, attends, tu me vois, tu vois. Ouais, j'ai pas attends, fait je suis là. Non, mais tu l'as pas fait exprès. Mais tu vois, c'est pour te dire à quel point on a fait je t'ai fait cette blague là. Tu dis, mais faut quoi, dit Bouga, Kawaii. Mais en fait, en soi, tu vois, là, on arrive à sourire de ça et tellement que la mentalité est plus ouverte qu'on arrive à parler de ça. Mais quoi, moi, il y a 20 ans, il y a 30 ans de ça, c'était super compliqué.
D'ailleurs, on peut voir les commentaires en ce moment, puisque j'ai posé une question. J'ai demandé quelle solution on pourrait trouver pour faciliter les gens, effectivement, qui avaient un handicap, que ce soit visuel ou moteur. Et il y a une réponse qui m'a beaucoup plu. Il y a quelqu'un qui a dit, il faudrait peut-être leur demander. Exactement, c'est ça, c'est simplement ça. C'est tellement, Tu c'est leur poses- tellement, ouais. c'est tellement juste. Et Nicolas, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a des projets ou des rêves que tu souhaites réaliser malgré cette difficulté que tu as ou que tu as tiré un trait? Mais pour tout te dire, moi, j'ai toujours dit, c'est un mal pour un bien, tu vois. Parce que je sais que ma situation là, j'ai fait tellement de choses en 7 ans que jamais j'allais faire ces choses-là quand j'étais valide. Quoi, moi? J'allais jamais faire ça. Et tu sais, bon, je sais pas s'il y a même du monde qui savent, mais on remonte 2 ans en arrière, en 2022, qui aurait cru qu'en 2022, j'allais participer à un championnat de France para-judo, championnat du monde, etc. Mais jamais. Tu penses que quand j'étais valide, j'allais... Jamais, non. Je sais pas si c'est parce que, comme a dit Michael, on a cette force de caractère, cette force mentale, ce dépassement de soi. Parce que moi, tous les jours que je fais quelque chose, je me dis qu'il faut que je fasse ça au moins 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que la personne qui est valide, tu vois. Pour la personne qui me regarde, la personne va me voir chez moi. Ah, tiens, il se débrouille. Mais il ne sait pas combien de fois que je fais ça. Il ne sait pas combien de fois j'ai dû galérer, tu vois. Donc, il y a certaines choses que tu fais ça tellement de fois. Et par rapport à mes projets, moi, je me dis, je suis fier de ce que j'ai déjà accompli, tu vois. Mais par rapport à ça, tu sais, j'ai commencé le judo en janvier 2022. En juin 2022, c'était mon premier championnat. J'ai fait 3e. Après, j'ai fait mes stages en équipe de France paralympique, tu vois. On m'a intégré. Quand j'ai fait les stages juillet, août, septembre, octobre, tout ça, c'est 2022. On m'a dit, bon, on t'intègre dans l'équipe. Novembre 2022, je suis parti en championnat du monde. Bon, c'était mes tout premiers championnats, donc ces trucs-là, tu te dis, wow, putain, c'est quoi ces trucs-là? Donc, c'est tout un peu bon, même si j'ai pas fait du résultat, mais au moins je sais que j'ai déjà fait, je sais déjà commencer. En janvier 2023, je suis reparti en championnat de France, j'ai fait 3e. En octobre 2023, je suis reparti en championnat de France, j'ai fait 3e. Entre ces écarts-là, entre janvier 2023 et octobre 2023, j'ai eu une grosse blessure à l'épaule, ce qui a fait que ça m'a coûté quand même ma place avec celui avec qui j'étais en compétition. Je pense que si j'avais pas eu cette blessure, je pense que vraiment j'aurais pu j'aurais pu aller. Mais après, tu sais, je te dis, je suis toujours jeune. Je sais que dans 4 ans, si Dieu veut, c'est tout près de chez nous, c'est chez nous, donc tu vois, donc là c'est clair que là je fais... Et je pense qu'on sera de tout quoi avec toi. Alors moi, d'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup Nicolas sur cette question. Maintenant, je me dirige vers toi, Carole. Alors, on s'est rencontrés sur Instagram, où tu me disais effectivement que tu souhaiterais que mes vidéos soient sous-titrées. Est-ce que tu trouves effectivement que les plateformes digitales, ça t'aide à mieux comprendre la société dans laquelle on vit, etc. Par rapport à... Instagram et les sous-titres. Ouais, en fait, justement, je me suis rendu compte que j'ai l'impression, depuis que je suis devenue sourde, qu'il n'y avait pas de sourd avant. Parce que je vois qu'il y a vraiment... Je sais pas, peut-être que je n'ai pas encore les bonnes informations aussi parce que mon dossier est en cours à la MEDAV et à la MMPH. Mais je trouve que c'est vraiment limité et c'est vraiment pas pris en compte les sourds. Les émissions sont pas sous-titrées. Même dans les administrations où il y a des guichets qui sont censés être dédiés aux personnes handicapées et tout ça, le personnel qui est là n'est pas adapté souvent. Je ne comprends pas. Des institutions où on va qui sont censées nous diriger dans nos démarches. Je veux pas être... voilà quoi. La MMPH, par exemple.
ben, si vous demandez pas, si vous cherchez pas vous-même, on va pas vous dire ce qu'il faut faire comme démarche ou ce à quoi vous avez droit, alors que bon, vous n'êtes pas né comme ça, vous arrivez, vous demandez, mais bon, voilà. À l'hôpital aussi, pour les démarches hospitalières aussi, je trouve que c'est pas facilité pour communiquer. Ça m'est arrivé d'être aux urgences et que finalement, le médecin il me confie à un autre médecin parce qu'il supporte pas et qu'il veut pas écrire et que j'arrive pas à lire sur ses lèvres parce qu'il articule mal. Donc je sais pas, je me demande vraiment s'il y a une population sourde en Martinique et qui est reconnue, quoi. Je suis allé à Madiana en posant la question, est-ce qu'on a une salle où il y a des sous-titres où on peut voir, où les sourds-muets peuvent regarder des films? Tout le monde a trouvé ma question un peu stupide puisque je suis sourde, pourquoi tu veux aller au cinéma? Et alors que je me dis que je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, ces petites choses-là. Et c'est surtout parce que c'est les chaînes locales, en fait, c'est ce qui m'embête. Parce que à l'heure actuelle, les télés sont toutes capables de donner des télétextes, on appelle ça. Et toutes les autres chaînes, on peut regarder. Toutes les chaînes étrangères et tout ça, c'est traduit et tout ce qu'on veut. Martinique première, non, on n'a pas, même dans les replays, on n'a pas accès aux sous-titres. Justement, Michael, avant de donner la parole, parce qu'effectivement, il y a une question pour toi bien précise, parce qu'on a un internaute qui nous a posé une question pour Michael Gouassid. Okay. Mais d'abord, Stanley, il nous reste quelques minutes. Quels sont pour toi qu'est-ce qui t'a permis qu'est-ce qui t'aide à rester fort dans les épreuves que tu as vécues? Est-ce que tu as des stratégies que tu mets en place pour pouvoir toujours garder la tête haute? En soi, j'ai ma fierté déjà d'être haïtien parce que, tu sais, je me suis rendu compte ici que les gens... Passe au micro. Okay. Ah, pardon. Je me suis rendu compte ici qu'il y a beaucoup de personnes qui... Comment on dit ça? En fait, ils ont une façon de machiner un petit peu les Haïtiens. Stigmatiser les Haïtiens. Stigmatiser. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, toi, pour la peine, je vais montrer encore plus que je suis fier d'être haïtien. Donc, de temps en temps, je fais des photos avec mon drapeau, j'en parle, puis les gens continuent de parler mal des Haïtiens. Tout comme il y a des Haïtiens qui causent des problèmes, il y a aussi des Martiniquais qui causent des problèmes, il y a aussi des Guadeloupéens qui causent des problèmes, partout. Donc, voilà. Il nous reste 2 minutes. Une question donc pour Nicolas et on va terminer avec le mot de la fin avec Michael. Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui tu as peur peut-être de perdre des visages? Le visage de ma fille, depuis 4 ans. C'est le même visage que j'ai dans ma tête depuis 4 ans. Depuis qu'elle est... depuis l'âge de... Ouais. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 4 ans. Son dernier, c'est vrai. Tu vois là, elle en a 13. Je sais pas comment elle est. Je sais pas. Je la vois maintenant avec mon cœur, mais je peux pas te dire. Les gens me disent comment elle est, mais moi, je sais pas. Hein. Ils m'ont dit, mais tu sais, maintenant, elle a si. Oui, ok, mais même si tu me dis si, ça, moi, c'est son visage quand elle avait 4 ans que j'ai dans la tête. Tu vois. Donc ça, la seule chose que je peux avoir peur de perdre, c'est ça. Sinon, les autres visages, ma famille, tout ça, je les connais. J'ai su, ça fait 7 ans, donc je sais. Il n'y a pas de souci, mon oncle est là, je le connais, je sais comment il est. Il n'a pas changé, ça c'est clair. Il peut te dire, il n'a pas changé. Quand je le touche, il n'a pas changé, tu vois. Mais moi, le plus important, c'est ma fille, tu vois. Ça c'est, pour moi, c'est primordial, là, ouais, tu vois, là. Ça n'a pas de prix, en fait. Et c'est ce que j'expliquais pendant mes procès, tu vois. Ok, j'ai perdu, mais moi, le plus, là, c'est de ne pas savoir comment grandir ma fille, tu vois. C'est plus ça. En tout cas, j'étais très content de te recevoir, Nicolas. Je vois que tu as toujours gardé un peu ta joie de vivre et je vois aussi que tu es très bien accompagné. Et le temps pour moi, en tout cas, par ta famille. Par ta famille, en tout cas. Très bien accompagné par ta famille. Lui, il était saoulé. Je accompagnais. Il y a qui là? Il fait quoi? Non, par ta famille. Tu as une famille qui est très aimante autour de toi. Il salue aussi les personnes qui t'accompagnent. Et finir justement avec Michael Gouassid. Michael qui va répondre à nos questions. Et aussi une question qu'on a
a posées sur Internet. Quelles sont les sources d'inspiration qu'on pourrait éventuellement trouver, mis à part ton livre, bien sûr, puisqu'on sait que tu as écrit un livre. Quelles sont les sources d'inspiration qu'on pourrait trouver un peu partout pour pouvoir aller de l'avant? Je vais te laisser le mot de la fin avec aussi une autre question. Est-ce que cela a influencé la manière dont tu vois le monde, dont tu vois les relations? Alors moi, je vais nommer déjà un livre qui m'a beaucoup influencé, qui a changé, qui a bouleversé ma vie, que je conseille à tous ceux qui sont en situation de handicap dès la première fois. Dès qu'ils reçoivent le truc, c'est maintenant ça suffit, il faut que ça change, d'Ivan Castanou. Ce livre-là, c'est un livre qui m'a marqué. Je l'ai lu en 2005 et ça m'a toujours marqué, ce livre, parce que ça m'a fait upgrade dans beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir, même spirituellement, ça m'a fait grandir. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change, d'Ivan Castanou. Ça, c'est le livre que je conseille. Pour ce qui est pour toi, pour t'encourager de ce que tu as soulevé comme situation, comme problème autour de toi, tu es la seule dans ta situation qui peut comprendre et qui peut amener aux personnes à changer ça. Donc, essaie de le prendre comme mission pour pouvoir le faire pour les autres. Parce qu'on n'est jamais dans une situation par hasard. Moi, dans ma situation, j'ai ouvert une porte. Depuis 19 ans, je fais ma mission pour pouvoir aider des personnes en situation. Je ne pourrais jamais tout faire, mais j'essaie de faire le maximum pour que les gens comprennent l'handicap. Pareil pour Stan, quand il fait ses trucs, il le fait et il essaie toujours de faire à sa façon. Donc ça, c'est très important de comprendre que dans sa situation, on est là. Nicolas, il fait son travail à sa juste mesure et à sa juste valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est jamais dans une situation par hasard. Il y a quelque chose qu'on doit ouvrir. Et cette porte-là, c'est toi la seule qui pourra parler de surdité. Moi, je ne pourrais jamais être à ta place pour dire « Waouh, il faut mettre des sous-titres ». Ça ne va pas me parler. Mais toi, ça te parle. Et à ce moment-là, toi, tu peux dire pourquoi il faut le faire, parce que tu auras plus de poids. Donc, aujourd'hui, moi, le conseil que je peux donner aux gens autour, d'arrêter de parler, observer, et quand vous posez des questions, si vous voulez avoir une réponse saine, parlez à cette personne qui est concernée dans la situation, et elle va vous amener sa réponse, parce que la réponse est très importante. Moi, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, ceux qui me tenaient, j'avais un garçon, mon fils. J'ai eu mes 2 filles après mon accident, mais j'ai eu mon garçon qui a maintenant 19 ans. Et je suis resté pour amener des réponses à Samuel. Voilà, j'étais resté en vie. Je tenais parce que je voulais amener des réponses à mon fils. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Michael Guacide. Merci beaucoup, Stanley Bristol. Merci beaucoup, Carole Zebo. Et merci beaucoup, Nicolas Ferjul. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Mise à fait. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces personnes-là pour certains sur les réseaux sociaux où ils parlent effectivement de leur parcours et de leur vie. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement dans Mise à fait sur Martinique la Première.